avec la table ronde numéro 2, qui est cette fois-ci consacrée aux formateurs et aux écoles de formation. Vous l'avez remarqué lors de la table ronde numéro 1, il a été question de sensibilisation, d'éducation, de formation. C'est un sujet très transversal, bien évidemment. Et ça revient dans la consultation nationale que nous avons partagée au cours de l'été. Nous nous sommes bien rendus compte que les problématiques de sensibilisation étaient très importantes. Donc c'est ce qui va être abordé par le détail maintenant, sous la houlette d'Arnaud Gandet, qui se trouve être le président du mouvement et de l'association Match for Green. Et le panel d'intervenants va inclure, je vais les prendre, j'essaie de les prendre de gauche à droite. Non, je vais commencer par Paul parce que je commence à être fatigué. Paul Berthet, le co-directeur d'Aremax, qui est spécialisé sur la thématique des déchets. Stéphane Bitton, qui est le directeur de la Paris School of Sport. Amandine Brossier, sportive de haut niveau, athlète, et qui était la marraine de la première promotion des ambassadeurs Sport Planète Athlée. Sandrine Legendre, qui est professeure d'éducation physique et sportive, juste à côté, qui est membre de la commission mixte nationale de l'UNSS Développement Durable, et qui est la référente développement durable du lycée La Canale de Sceaux, et qui accessoirement est co-auteur de l'ouvrage Un sport vert pour ma planète. Maxime Plard, qui est professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale et qui a lancé une nouvelle formation, le Dust Staps, loisirs sportifs éco-responsables. David Rontet, qui représente les sports de nature ici, entre le pôle de ressources nationales des sports de nature et le Centre européen des sports de nature, mais aussi l'École nationale de voile et des sports nautiques. Donc, les sports de nature sont très bien représentés à cette table. Enfin, Séverine Vasselin, qui est à la fois actrice, éco-aventurière et fondatrice de l'association WaterTrek, qui est spécialisée sur la thématique de l'eau, se reconnecter à l'eau. Arnaud, nous disposons d'1h15 pour l'ensemble des débats, en essayant de laisser quelques minutes en fin d'exercice pour les questions avec le public. Nous, on a hérité de la table la plus dense, quand même. Oui, je sais. Ce qui est une bonne nouvelle. Et on n'a pas eu de rap de temps, vous remarquerez. Merci. C'est parti. On essaiera d'être le plus concis possible. Merci Didier, merci à tous. Parler de formation tout au long de sa vie et tout au long en fonction des différentes cibles, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Alors moi, je viens pas de ce monde-là au départ, puisque moi j'ai travaillé dans le sport professionnel pendant 20 ans, à la fois dans le hand et dans le volley. Et quand le Covid est arrivé, on avait vraiment envie de construire une belle histoire autour de sensibiliser et former les acteurs du développement durable, et notamment dans le monde du sport, qui est un monde qu'on connaît bien. Et donc on a engagé Match for Green en juin 2020 pour accompagner tous les clubs, toutes les ligues, tous les comités, toutes les fédérations, toutes les collectivités au passage à l'action. Et ce qui est super dans cette table ronde, c'est qu'en fait on va voir que tout au long de sa vie, on peut éduquer, former les différents publics. Et c'est un bon exemple. Et moi, j'ai envie de commencer par Séverine. Pourquoi ? Parce que Séverine, elle parle aux enfants et elle a une approche que je trouve super, notamment autour du conte, et que j'aimerais bien que tu nous racontes. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, formation, éducation, moi je suis un tout petit peu en marge. J'ai créé une association qui s'appelle WaterTrek avec mon papa qui était un instituteur à la retraite. Mais c'est vrai que la spécificité de l'association et ce qui moi m'amuse, c'est de mélanger les genres et c'est d'essayer de toucher les gens au cœur, au corps et à l'esprit. Donc, pas seulement d'être dans une démarche didactique qui serait peut-être plus celle d'un enseignant ou d'un scientifique, mais vraiment de combiner les récits, le recours à l'imaginaire, au spectacle, à l'artistique, et donc le sensible et l'émotionnel, avec la dimension physique et sportive, parce que je pense que je le vois moi comme un symptôme de tout ce qu'on vit d'un point de vue environnemental, c'est la déconnexion au corps et au cœur. On est dans nos têtes, on est sur nos ordinateurs, on est souvent dans des démarches intellectuelles. Et le sport nous ramène à notre incarnation, il nous ramène au mouvement, il nous ramène à notre ressenti. C'est évidemment quelque chose que je vis également en tant qu'actrice, en tant que comédienne. Et à partir du moment où on a réinvesti son corps, on est dans une démarche aussi beaucoup plus organique, beaucoup plus instinctive. Et je pense que là, on a peut-être plus conscience de ses besoins,
de sa soif, de sa faim, de son besoin de sommeil, etc. Donc effectivement, toute cette réflexion, elle est vraiment au cœur de la création de WaterTrek. Et moi, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux créer de l'engagement, sensibiliser aux problématiques environnementales, donner envie à mes contemporains d'agir et de remettre en cause peut-être leur mode de vie ou le système social dans lequel ils vivent, par ces biais-là. Et donc, en ayant recours à l'imaginaire, aux histoires, à l'aventure, au sport, et puis aux histoires que l'on peut raconter à partir d'une éco-aventure. Et avec un focus, enfin, de ton focus, c'est autour du paddle, puisque c'est... Oui, j'ai vraiment eu une révélation moi-même, physiquement, le jour où j'ai mis le pied sur une planche de stand-up paddle. C'était dans le sud de la France, à Carreau, côté de Marseille, donc en mer. Et cette sensation d'être debout sur l'eau et d'avoir cette vision périphérique à 360 degrés, parce que c'est une des spécificités en paddle, c'est en étant debout sur l'eau, on voit ce qui se passe en dessous. Le point de vue est un tout petit peu différent que celui qu'on a en voile, que je pratiquais beaucoup auparavant. Et puis cette vision un petit peu distanciée de la Terre aussi, d'être au large, très vulnérable, en déséquilibre sur ma petite planche et d'observer la Terre comme ça, du point de vue de l'eau, d'avoir aussi la sensation de ne pas être chez moi, c'est-à-dire avoir la sensation d'être un petit peu une intrus comme ça, et voilà, il y a de la vie en dessous, il y a du vivant, il se passe plein de choses, et je ne suis pas exactement chez moi. Ça a vraiment été le point de départ d'une réflexion sur, ok, donc c'est quoi ma place et qu'est-ce que je fais là, et je trouve que moi, la sensation que j'ai eue vraiment, c'est cette sensation physique de vulnérabilité et ce décentrement, ce changement de perspective non terrestre, on va dire. Et de là est venue cette envie d'utiliser le paddle pour... En fait, je me suis dit, si moi je ressens ça, est-ce que peut-être d'autres personnes qui vont découvrir cette activité vont avoir le même ressenti ? Et puis voilà, après, il y a eu plein d'autres choses, la découverte notamment des écosystèmes rivières qui sont particulièrement intéressants, sur lesquels c'est très intéressant d'évoluer en paddle parce que ce sont des routes naturelles, on va d'un point A à un point B, on traverse des villes, on ramasse des déchets, on observe tout un tas de choses, on voit la terre à partir de l'eau. D'où le paddle, mais c'est vraiment c'est l'outil qui s'est imposé et qui a imposé la démarche derrière, en fait. Et la réponse des enfants quand justement tu racontes toutes ces histoires-là, c'est comment ils vivent le message que tu leur fais passer ? Mais il y a souvent, et pas que de la part des enfants, la première réaction, c'est toute la mythologie qui va autour de la rivière, c'est sale. Alors c'est intéressant comme préjugé parce que, ah bon, pourquoi c'est sale ? Elle vient d'où cette croyance ? Puis on peut tomber dans l'eau, et puis qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? Et puis toutes les peurs que ça peut véhiculer. Et en fait, ces croyances un petit peu ancrées collectivement, elles sont un formidable point de départ à une forme de déconstruction, en fait. Pourquoi est-ce que la rivière devrait être sale ? Pourquoi est-ce que la rivière devrait être... un dépotoir, et si vraiment elle est sale, si on faisait quelque chose pour faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Et si finalement c'était vraiment amusant d'être sur l'eau en rivière et pas si sale que ça, on se baigne dans la Marne, on tombe dans l'eau parfois, mais on se baigne dans la Marne, et il me semble qu'on était censé pouvoir se baigner dans la Seine c'était quoi l'année Pour les Jeux. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant en termes de déconstruction et de perception. Alors je me souviens que quand on a préparé la table ronde, tu as dit le plus important, c'est de responsabiliser les leaders de communauté. Oui, c'est un des leviers que j'identifie, c'est-à-dire pour essaimer et pour avoir plus d'impact. L'idée, c'est de former des ambassadeurs et des relais qui eux-mêmes vont devenir des ambassadeurs. Donc dans le cas de WaterTrek, par exemple, je me dis que les pratiquants de paddle avertis, on va dire, mais aussi les responsables de clubs de paddle ont évidemment une responsabilité à jouer en tant que relais. C'est tout simple, mais
un responsable de club a tout intérêt à ce que son terrain de jeu soit sain, sécurisant, attrayant, et donc il a tout intérêt à en prendre soin. Et donc la pratique même du paddle en soi a cette vertu de nous obliger à faire en sorte que nos terrains de jeu soient accessibles et ne véhiculent pas justement toute cette mystique de pollution et de quelque chose de un petit peu sombre et pas propre. On avance en parlant des collégiens puis des lycéens, puisque Sandrine, toi, tu es la locale de l'étape, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de sujets portés au sein du collège, du lycée, et même, je crois, des classes préparatoires. Voilà. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, donc j'ai la chance d'enseigner à la cité scolaire de la Canale à Sceaux, à côté d'ici. Et en effet, on a les élèves parfois, donc dès la 6e, d'autres arrivent en seconde et d'autres arrivent juste à la classe prépa. Mais au mieux, on peut les avoir 9 ans avec nous. Donc c'est absolument énorme pour transmettre un message. Donc je suis à la fois ici en tant que professeur de PS de la Canale et à la fois en tant que membre de la commission mixte nationale du développement durable à l'UNSS, ce qui me permet d'avoir un grand champ de vision et beaucoup d'actions auprès de nos élèves. J'aimerais préciser que je suis arrivée au développement durable par le sport. À la base, je ne savais même pas ce que c'était que le développement durable. J'étais sportive, j'aimais bien la nature, ça se limitait vraiment à ça. Et j'ai participé aux ancêtres des éco-games qui s'appelaient les Jeux mondiaux de l'environnement. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire du sport pour autre chose que seulement de la compétition, en préservant et en étant informé sur nos conséquences, les conséquences de nos actes sur l'environnement. Et je me suis immédiatement investi dans l'organisation d'événements. Enfin, c'était une évidence que tout événement devait devenir éco-responsable. Et j'ai été membre fondatrice du coup de l'association Un Sport Vert pour ma planète. Et donc, c'est naturellement que très vite, à l'UNSS, j'ai amené mes jeunes, parce qu'on a commencé par l'UNSS, en fait, avec l'éducation au développement durable, et amener mes jeunes à pratiquer, pas seulement sous une forme compétitive ou juste de rencontre, mais en prenant en compte l'environnement. Et j'ai eu la chance, à force d'organiser des éco-événements avec les jeunes et de les sensibiliser, mais je m'adressais juste à ceux que j'avais sous la main, qu'on me propose d'entrer à la commission mixte nationale, où j'ai vu qu'il se faisait déjà beaucoup de choses sur les organisations, donc les rencontres des championnats de France. Alors ça reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit, il y avait toute une réflexion sur les transports, sur l'hébergement, sur l'alimentation, tout ce qui a été dit, l'UNSS le fait déjà depuis très longtemps. Et ça m'a permis d'agir à la fois par le haut dans la réflexion et par le bas, et de convaincre les collègues, parce que quand on avance tout seul, il ne se passe pas grand-chose. Quand on avance à plusieurs, qu'on montre l'exemple, qu'on convainc que ça ne va pas forcément nous prendre beaucoup plus de temps, c'est juste organiser différemment, sensibiliser nos jeunes, là, on avance beaucoup plus quand on est une équipe. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe formidable de professeurs de PS qui sont convaincus, où chacun s'investit à son niveau, à son échelle. Mais travailler en groupe, ça va toucher beaucoup plus de jeunes, parce que nos jeunes qu'on a sur cette cité scolaire, comme je dis, de la 6e à la terminale, ils passent un peu par les mains de tous les professeurs de PS qui ont tous une association sportive, puisque tous les professeurs de PS animent les associations sportives. Donc les enfants, ils sont touchés par tous les collègues. Et en partant de ce qu'on faisait à la ES, de ces éco-événements, finalement, j'ai été amenée à m'occuper à impulser les éco-délégués, puisque ça faisait partie de la formation, sauf que quand on dit dans un établissement, il faut qu'il y ait des éco-délégués, ça ne se fait pas comme ça si personne s'en occupe. Et là, maintenant, l'élection des éco-délégués dans les établissements est devenue obligatoire. Bon, il y a des éco-délégués, malheureusement, ils ne font rien de l'année. Nous, nos jeunes éco-responsables, je les ai tous amenés à se présenter éco-délégués. Et puis les éco-délégués qui eux-mêmes avaient une sensibilité, on les a tous amenés à devenir jeunes éco-responsables, ce qui permet de toucher un petit peu tout le monde, les sportifs, les non-sportifs.
faut savoir qu'à l'UNSS, comme je disais, c'est pas juste des rencontres sportives. Il y a aussi des enfants qui sont peu sportifs, mais qui sont intéressés à ce qui touche au sport. Là, on a des jeunes reporters, on a des jeunes secouristes, on a des jeunes organisateurs, merci, et nos jeunes éco-responsables. Donc l'UNSS, ça balaye énormément de jeunes, pas juste le monde sportif. Mais ça part d'un mouvement, à la base, l'association sportive des établissements. Sandrine, oui. C'est quoi la différence entre un jeune éco-responsable et un éco-délégué? Alors l'éco-délégué, il porte un projet sur le développement durable pour sa classe ou pour son établissement, alors que le jeune éco-responsable, c'est spécifique à l'association sportive. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Et dans tous les collèges et les lycées, il y a et des éco-délégués et des jeunes éco-responsables? Alors, il devrait y avoir des jeunes éco-délégués. Normalement, c'est obligatoire. Donc, ça s'est fait ou ça s'est pas fait. C'est obligatoire depuis 2020. Avec le Covid, ça a été un petit peu... ça n'a pas été très développé, mais maintenant, c'est obligatoire. Par contre, les jeunes éco-responsables, ça dépend de la volonté du professeur de PS. S'il n'est pas sensibilisé, s'il ne sait pas trop comment faire... c'est pas évident. Alors là, je voudrais juste faire une petite anecdote, parce qu'il y a un jeune homme qui est dans la salle, là, je suis très touchée qu'il soit là. Un jour, il m'a dit je voudrais faire le cross du lycée, mais vous emmenez que des collégiens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lycéens qui voulaient venir. On lui a dit viens, mais il n'y a plus de place dans le car. Il est venu avec son vélo, il était très motivé. Et puis après, le car repartait, il court très bien, très vite, il était un peu fatigué. J'ai dit je vais te ramener en voiture. Et on a discuté, on a parlé d'un sport vert pour ma planète. Il m'a dit ça me plaît bien. Là-dessus, je lui ai dit si tu veux, on fait. Il y a le cross régional qui est organisé au parc de Sceaux. Viens, j'aurai des jeunes éco-responsables. Il est venu. Ils ont travaillé sur la réduction des bouteilles plastiques, la sensibilisation du gaspillage de l'eau, le tri des déchets, etc. Et il est devenu jeune éco-responsable. L'année d'après, il s'est présenté comme éco-délégué. Donc, comme je disais, il y a des jeunes éco-responsables qui deviennent éco-délégués et des jeunes éco-délégués qui deviennent éco-responsables. Et là, ce week-end, on a discuté sur les réseaux sociaux parce que j'ai posté l'événement. Et il a dit, je viens, Evan, tu peux nous faire un coucou. Et voilà, maintenant, il a quitté le lycée, mais il est encore là. Et en plus, je crois qu'il a rencontré Xavier Thévenard, une de ses idoles, donc il est super heureux. Et moi, je suis vraiment touchée qu'il soit là. Mais voilà, on plante beaucoup de graines avec nos jeunes qu'on attaque par en bas, par les expériences qu'on leur fait vivre en tant qu'organisateurs, parce que c'est vraiment important que les enfants vivent des actions, qu'ils intègrent des rôles d'organisateurs, pas juste leur dire on trie nos déchets, vous avez vos gourdes. Là, Jérôme a amené sa bouteille plastique tout à l'heure, moi j'ai amené mon gobelet. Dans l'UNSS 92, on nous donne des gobelets pour boire des thés, des cafés, et puis pour que ça serve comme nos éco-cups. On plante des graines et on fait faire des choses à nos jeunes. L'UNSS, par exemple, organise des masterclass, etc. Mais il faut aussi qu'ils organisent, qu'ils participent, qu'ils soient acteurs. Et je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour vous donner un exemple, à la Canal, ils sont vraiment de plus en plus sensibilisés. En juin l'an dernier, on a des élèves de première qui sont venus nous voir en nous disant voilà, vous faites la course contre la faim avec les élèves de 6e. Nous, on voudrait organiser tout seul, mais que vous nous aidiez en termes de logistique avec les professeurs de PS. On voudrait organiser une course qui permette de récolter des fonds pour un soutien pour les jeunes adolescents qui arrivent d'Ukraine. Et donc, voilà, là, la graine, elle a été plantée et d'eux-mêmes, ils organisent leur propre événement éco-responsable à leur échelle. Et je crois que ça, c'est vraiment une grande victoire pour nous, formateurs, que nos jeunes prennent les rênes. Nous, on n'a plus qu'à ouvrir quelques portes, mais c'est eux qui font. Et c'est ce qui compte dans la formation. Et le thème de cette table ronde, c'est comment généraliser le mouvement. Tu parlais de certains freins, parce que vous faites beaucoup d'initiatives, vous, mais ce n'est pas partout la même chose. C'est quoi les freins qu'il faut lever pour généraliser le mouvement? Alors, les freins, faut savoir que tout ça, c'est des heures et du bénévolat. Donc, il faut être convaincu, il faut être passionné. Il faut convaincre les autres d'être sur le bénévolat. Moi, je suis référente développement durable de la cité scolaire de la Canal. Donc, il y a tout un comité de pilotage, beaucoup d'actions qui se font. C'est du temps. Dès qu'on demande à l'administration de l'argent, il n'y a pas de budget. Donc là, pour la première fois, on a réussi à avoir une ligne sur le budget, une ligne réservée aux actions développement durable, une petite ligne qui, j'espère, pourra prendre un petit peu d'ampleur.
C'est aussi ce temps de formation. Demain, je viendrai avec mes jeunes éco-responsables pour participer aux Eco-Games au CREPS. J'ai eu 5 à 10 désistements, malheureusement, en dernière minute, parce qu'il y a plein de contrôles. Et faire comprendre, l'établissement où nous sommes, c'est un établissement assez élitiste, aux parents qui trouvent ça très bien qu'on les sensibilise au développement durable. Mais si ça prend sur les heures de maths et de physique, là, ça pose problème. Faire comprendre que cet enseignement, il est essentiel. Il n'est pas moins important que le cours de maths ou plus important. Il est essentiel, il est complémentaire. Et puis, les valoriser en les récompensant, même s'ils ne viennent pas pour ça, pour nos lycéens, sur Parcoursup, sur le fait qu'ils s'engagent dans une association, qui ne font pas juste partie d'une association, mais qui sont vraiment acteurs, qui sont acteurs pour leur père et pour la planète. Voilà. Merci Sandrine. Nos enfants grandissent, ils rentrent en études supérieures, et là on a 2 témoignages. Peut-être commencer par Maxime, parce que, alors je vais te laisser raconter ton parcours, mais tu représentes le seul diplôme qui est vraiment 100% sport éco-responsable. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Bonjour à tous et à toutes. Donc Maxime Plard, je suis enseignant d'EPS à l'Université du Littoral Côte d'Opale. J'ai longtemps enseigné en collège et en lycée avant d'arriver à l'université. Et la réflexion est partie au départ d'un manque, je pense, de contenu qui portait sur cette thématique auprès des étudiants. C'était même quasi nul, si ce n'est éventuellement avec les étudiants qui se destinaient au métier de l'enseignement, même si ce n'est pas la seule filière, bien sûr, qui est proposée dans le cadre des STAPS. Et donc, on avait forcément des références et des connaissances autour du développement durable et des établissements qui s'engageaient dans des démarches de développement durable. Mais c'était à peu près tout ce que l'on était amené à appréhender. Et étant personnellement impliqué et engagé sur la question écologique et climatique, je me suis dit qu'on pouvait peut-être réfléchir à la création d'un parcours, alors qui effectivement aujourd'hui est unique sur le territoire. C'est un DUST STAPS, donc à la différence de la licence qui s'organise en 3 années, là ça s'organise sur 2 années d'études. Et la mention qu'on lui a donnée, c'était celle de loisirs sportifs éco-responsables, pour laquelle nous avons lancé une première promotion l'an dernier. Cette année, c'était la 2e rentrée. Donc on a au total à peu près une 50aine d'étudiants qui sont concernés. Et à la différence des autres filières, c'est que c'est l'ensemble de la formation qui traite de cette question. C'est-à-dire qu'habituellement, on a plutôt des modules, ce qu'on appelle des unités d'enseignement ou des domaines qui vont porter sur 10 heures, 15 heures, peut-être 30 heures. Nous, on a fait autant que possible construit une maquette de formation qui permettait d'appréhender cette thématique dans chacun des enseignements. Alors, on a plutôt fait une entrée sur les sports de nature. On a notamment du trail, de la course d'orientation, de l'escalade, de la voile, des raids multisports, de la marche nordique, des activités qui, comme ça a été évoqué, il me semble, ce matin par Didier, sont peut-être plus évidentes pour aborder cette thématique-là. Donc forcément, le lien, il est certainement plus facile à mobiliser sur la question de la protection de l'environnement, maintien de la biodiversité, et puis pour revenir au sujet de tout à l'heure sur l'organisation d'événements sportifs de grande ampleur ou non d'ailleurs. Donc on a cette entrée-là au départ, et puis après on a des enseignements plus généraux, plus transversaux à la filière. Ça peut être de l'histoire du sport qui traite de la question de l'évolution des rapports aux activités avec la thématique environnementale. On a des enseignements d'expression écrite et orale pendant lesquels, par exemple, moi j'interviens en s'appuyant notamment sur un des partenaires du jour du média Écolo Sport. Il y en a une quantité d'articles qui permettent de construire des sujets de réflexion, le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, le fait que les piscines soient vides, qui pose une vraie problématique lorsqu'il s'agit d'exercer son métier de maître nageur sauveteur. Il pourrait y avoir plein d'autres sujets, mais voilà, on essaye d'appréhender cette question, parce que ce qui est un peu particulier, et comme le sujet c'est comment généraliser le mouvement, et on parlait des freins, effectivement, les étudiants choisissent de s'inscrire dans cette filière, c'est-à-dire qu'ils passent par Parcoursup, vous en avez certainement déjà tous entendu parler, pas toujours en bien d'ailleurs, dans les échos, c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait.
Même si ils choisissent à un moment donné de rejoindre la filière, ils le font souvent pour des raisons géographiques plus que philosophiques liées à l'entité même de la filière. Et donc du coup, on a plutôt des étudiants qui arrivent en étant peu ou pas convaincus par le sujet. Donc du coup, ça nous amène à un peu plus insister sur la sensibilisation puis la formation. C'est un peu l'enjeu de la filière, c'est sensibiliser et former les étudiants aux enjeux climatiques et aux questions écologiques par une entrée sportive. Donc on sait qu'on a déjà un travail important à mener en amont auprès de ces étudiants pour qu'à la sortie de leur parcours, après 2 années d'études, ils puissent soit idéalement s'insérer professionnellement, parce que c'est un peu la particularité du DUST à la différence de la licence, c'est qu'ils peuvent viser au bout de 2 années l'intégration de métiers qui ne sont peut-être pas encore créés aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi je rentre étudiant au DUST, je sors avec quel type de typologie de métier? Alors nous, la particularité de nos étudiants, c'est qu'ils sont plutôt amenés à intervenir auprès de publics jeunes. C'est pour ça que j'aime les appeler de futurs passeurs de savoir ou de connaissances auprès de la jeunesse. Donc là, il y avait ce matin beaucoup d'élèves de collège. Nous, ils interviennent dans les centres de loisirs, les centres sociaux, les maisons de quartier, les clubs, les assos. Donc l'idée, c'est qu'on puisse leur donner des outils qu'ils puissent ensuite dupliquer auprès d'un public beaucoup plus large et généralement un peu plus jeune, même si ce n'est pas la seule cible. Et donc potentiellement, ils pourraient devenir éducateurs sportifs auprès d'une collectivité avec une sensibilisation autour des enjeux climatiques. Nous, on est en train de monter un partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette pour que nos étudiants puissent, en parallèle de leur formation, valider le diplôme d'initiateur mobilité vélo et contribuer par exemple à l'encadrement du savoir rouler à vélo qui, au même titre que le savoir nager, constitue aujourd'hui un élément assez important et qui nous permet en plus de faire le parallèle avec les mobilités douces et les modes de déplacement peut-être moins carbonés. Et tu as connaissance d'autres universités qui vont lancer cette démarche-là? Ou vous êtes seul et vous restez seul? Alors, on avait eu un colloque qui était coordonné par l'ANESTAPS, justement fortement représenté aujourd'hui, que je remercie, fin janvier. Et donc, du coup, c'était un peu la problématique, où est-ce qu'on en était de l'éducation à l'éco-responsabilité dans le monde universitaire et en particulier dans les STAPS. Ça reste pour le moment assez confidentiel, en tout cas assez minoritaire. L'idée aussi d'un parcours comme le nôtre, c'est non pas de se l'accaparer, mais plutôt de permettre à d'autres UFR STAPS de se dire il y a peut-être des idées à exploiter, à utiliser, à dupliquer. Et nous, dans la manière dont le parcours s'est créé, on est simplement allé se nourrir de ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, je n'ai pas la sensation d'avoir révolutionné les contenus et les connaissances. C'est simplement que j'ai essayé de condenser avec quelques collègues, des contenus qui nous semblaient vraiment incontournables. Et pour revenir peut-être, et je laisserai je pense la parole après, sur les freins et les éléments qui peuvent à un moment donné, qu'il faut pouvoir dépasser, et les leviers qu'il faut pouvoir activer, c'est le fait d'avoir déjà un accompagnement de la hiérarchie. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'avoir un directeur d'université et une directrice de département qui m'a plutôt accompagné dans le montage de ce projet. Il faut ensuite pouvoir avoir l'opportunité de jouer sur les maquettes de formation, parce que voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, même quand ça va dans le bon sens. Donc il y a des étapes à respecter. Donc nous, ça tombait au moment où les maquettes se renouvelaient, donc c'était une opportunité. Il faut aussi être convaincu par ce que l'on porte, parce que je veux dire, je ne vais pas faire appel à des collègues ou éventuellement des vacataires, des extérieurs qui ne croiraient pas à ces sujets-là. Donc il faut pouvoir avoir un entourage qui soit porté par ces éléments. Et après, je pense que ça doit aussi embarquer toute l'université, qui est une grosse machine, forcément. Nous, on est implanté sur 4 sites. Donc c'est bien qu'il y ait une filière comme la nôtre qui soit représentée, mais voilà, il faut que ça puisse engager aussi une démarche auprès des autres filières et des autres départements de l'université. Merci Maxime. Stéphane, comment est venue l'idée d'une option développement durable au sein de Paris School of Sport? Alors bonjour, en fait je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire utile, important, indispensable. Quand aujourd'hui on forme des jeunes au métier du management du sport, il nous a paru avec l'équipe pédagogique indispensable d'être positionné
sur le sport responsable, l'éco-responsabilité. Alors, on a fonctionné comme on fonctionne souvent, c'est-à-dire qu'on choisit un référent. Le référent est ici présent, c'est Didier, et je le remercie pour tout le travail qu'il a accompli et qu'il va encore accomplir avec nous. On est très satisfait aussi de voir que ça prend bien auprès des étudiants, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un phénomène de mode. Il y avait 6 étudiants lors de la première promo, il y en a 20 cette année. Et on sent une vraie sensibilité de tous les jeunes, puisque nous, on recrute à partir de la première année post-bac. Et en fait, notre master, notre bac plus 5, se spécialise en 5e année. Donc, on a un tronc commun en quatrième année qui est autour du sport event, hein, de tout ce qui est l'événementiel sportif, avec la communication, le marketing et ainsi de suite. Et à partir de la 5e année, les étudiants ont la possibilité d'aller dans plusieurs débouchés, dont le sport responsable. Et c'est quelque chose qui marche bien. J'ai été inspiré, en fait, pourquoi cette idée m'est venue. On a eu cette réflexion. J'ai un passé de journaliste. J'ai eu la chance de passer 15 ans au journal L'Équipe. Donc j'ai couvert beaucoup d'événements, des Coupes du Monde de foot, de rugby, des tournois de Roland-Garros, 5 Tours de France. Et j'ai vu ce qui se faisait et ce qui ne devait plus se faire dans les années à venir. Donc quand on en a discuté avec l'équipe pédago, on s'est dit là, forcément, il y a quelque chose à faire, quelque chose de bien, quelque chose qui va dans le sens de l'éducation des jeunes aujourd'hui. Et donc, on s'est engouffré et on est très content de ce programme. Ça fait combien de temps que le dispositif il a été mis en place ? On est à la 2e promo, donc on l'a pensé une année avant, ça fait 3 ans, et donc deux années en pratique. Et on a déjà des retours sur l'employabilité de ces jeunes en sortie. Alors, moi, je sais que j'en ai recruté une, donc... Voilà, écoutez, les chiffres sont plutôt bons. On a eu une première remise des diplômes au mois d'avril dernier, je crois. Les 60 étudiants environ qui sont sortis, 54 exactement, la première promo de l'école, puisque c'est une école encore récente qui a été créée en 2019, enfin qui a eu son ouverture en 2019, quasiment 100% des étudiants avaient un emploi. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que demain, plus aucun événement sportif ne pourra s'organiser sans faire appel à l'éco-responsabilité. Évidemment. Il y a des évolutions possibles sur le modèle, peut-être ne pas être que sur la 5e année, d'intervenir avant. Exactement. Donc, vu le succès remporté justement par cette filiale, on se pose la question, mais on se la pose très fortement et on en a déjà parlé avec Didier, c'est de commencer dès la 4e année et donc de ne plus avoir un cursus sur une année, mais sur 2 années. Un vrai sujet qu'on rencontre nous dans les clubs qu'on suit, c'est ce manque de compétences à l'intérieur des structures sportives et tous vos cursus doivent justement permettre d'amener ces compétences au sein des clubs et donc il faut les multiplier. Tu as connaissance d'autres structures qui justement vont sur ce terrain-là ? Alors j'avoue que j'ai cherché un peu, j'en ai pas trouvé beaucoup, voire pas du tout. Donc c'était aussi l'occasion de se positionner sur ce créneau-là et d'attirer forcément des étudiants. C'est le but du jeu aussi dans notre école, qui est une école en plein développement, qui compte aujourd'hui 330 étudiants de la première à la 5e année. Et donc, ça avait vraiment du sens et ça me paraissait indispensable de se positionner là-dessus. Et dernière question, est-ce qu'au sein des autres cursus, de la première année jusqu'au bout, il y a un bloc, un tronc commun autour du développement durable ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, on amène nos étudiants de la première à la 5e année avec justement des modules, une sensibilisation dès la première année. C'est-à-dire que vous faites un choix de spécialisation en 5e année, mais dès la première année, vous êtes sensibilisé. Et cette année, on organise tous les ans un hackathon, c'est-à-dire qu'on mélange nos 330 étudiants avec des équipes d'étudiants de première, 2e, 3e, 4e et 5e année. Et justement, on a confié à Didier l'organisation de cet événement qui aura lieu en février prochain, qui porte le nom d'une émission qui a marqué ma jeunesse, mais il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge dans la salle, qui s'appelait La tête et les jambes. Et donc, on va faire travailler les étudiants par groupe de 5, donc d'agences, autour
d'événements sportifs, mais on va les faire travailler d'abord la tête le premier jour, puisque c'est sur 2 jours, et les jambes, on va les amener à l'extérieur, on va les amener à la rencontre de la nature et combiner nature et sport. Et on s'est dit que c'était là une belle occasion aussi de promouvoir justement l'éco-responsabilité. Merci Stéphane. Amandine, toi tu es avec nous en tant qu'athlète, 51-21 aux 400 mètres, tu as vu, sans regarder mes notes. Et tu es surtout ambassadrice d'un programme de sensibilisation autour de la fédération d'athlétisme. Est-ce que tu peux nous raconter ce programme ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est vrai que je suis là en qualité du coup de marraine de ce programme Sport Planète Athlé qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an maintenant par la Fédération française d'athlétisme en collaboration avec la Maïf. Du coup, c'était un appel à projet qui était destiné aux licenciés de la Fédération française d'athlétisme. Il y a 27 personnes qui ont été retenues pour cet appel à projet. Ils ont entre 18 et 35 ans. C'était réservé aux moins de 35 ans pour justement faire bouger les plus jeunes dans les clubs. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir un projet à fort impact écologique et qui fasse changer les choses, qui parle de changement au sein du club de manière vraiment impactante et qui fasse vraiment changer les choses dans le quotidien, je veux dire. Donc il y a des projets qui parlait par exemple d'un événement, enfin l'organisation d'un événement plus écologique au sein d'un club. Des fois, il y avait des projets qui, simplement, de manière logistique, essayaient de mettre en place des fontaines à eau autour des stades ou essayer de changer un petit peu la boutique du club avec les maillots du club, essayer de les avoir de manière plus éco-conçue. Il y a eu du coup toute une formation autour de ce programme-là, avec 12 webinaires et des experts. Il y avait 15 experts au total, dont l'ADEME, dont le CNOSF, d'autres sportifs. Ils sont venus aussi sur des événements sportifs comme le Meeting de Paris. À cette occasion, j'ai pu les rencontrer du coup. Et l'objectif, c'était vraiment d'impulser une démarche de changement au sein du club et de fédérer tous les acteurs de manière locale, que ce soit, la plupart étaient bénévoles dans les clubs, que ce soit des bénévoles simplement licenciés ou des dirigeants de clubs, de pouvoir essayer de faire changer les choses. Et l'objectif aussi, c'est de créer un guide du club éco-responsable. Donc là, ça se met en place et ça devrait sortir assez rapidement par la fédération. Et la formation, elle est dédiée aux éducateurs sportifs, aux dirigeants ? C'est dédié du coup à ces 27 licenciés qui ont répondu à l'appel à projet. Ok. Et comment on fait pour généraliser le mouvement, en tout cas passer à l'étape d'après ? Passer de 27 à 270, puis 2700 ? Alors cet appel à projet était assez unique. L'objectif du coup à plus long terme, enfin à court terme disons, c'était vraiment de créer ce guide du club éco-responsable pour essayer de généraliser un petit peu tous les projets qui ont été mis en place et de faire en sorte que si je suis dans un club qui n'a pas forcément été retenu, d'essayer de mettre en place les bonnes pratiques qui ont pu être testées par ces athlètes, enfin par ces licenciés-là. Et d'être aidé par ce qui a déjà été fait. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir le généraliser à d'autres clubs, à d'autres structures et dans d'autres sports aussi, évidemment. Et le rôle de l'ambassadrice dans le dispositif ? C'était d'impulser une bonne dynamique, même si j'ai été vraiment agréablement surpris par la dynamique et toute la joie qui a été dégagée par vraiment une très bonne ambiance de travail, et tout le monde était ravi de pouvoir participer à cet engouement. Ravi de pouvoir être le changement un petit peu, enfin acteur du changement en tout cas dans les clubs et à travers le sport. Donc j'ai pu les accompagner, suivre un petit peu l'avancée de leur projet et puis les amener du coup à découvrir le sport de haut niveau lors du meeting de Paris en août l'année dernière. Donc voilà. Un beau programme. Merci beaucoup. David, sport de pleine nature et formation, ça évoque quoi chez toi ? Bonjour à tous. Donc moi je travaille pour le ministère des Sports. Je travaille au sein d'une mission d'appui qui travaille sur un enjeu de développement maîtrisé des sports nature. Donc historiquement sur les sports nature, on est dans des espaces naturels, donc à fort enjeu de biodiversité, de préservation. Donc le sujet de responsabilité est fort, et comme ça a été dit ce matin. Donc le ministère des Sports a travaillé plus précisément sur la question de l'accessibilité à ces sites de pratique et comment on maintient des milieux
on va dire, avec une biodiversité stable, en faisant des activités. Et tout doucement, sur ce travail d'accessibilité, est venue l'importance de travailler sur l'éducation, la formation. Donc je dis ça, c'est 2003, la création de cette instance, le Pôle ressources nationales des sports nature. Et au fur et à mesure, on a travaillé avec les gestionnaires d'espaces naturels, donc ceux qui gèrent nos espaces, les parcs, les réserves. On a collaboré ensemble, plutôt sur la gestion. Et tout doucement, comme on le retrouve dans les formations, sont venus comme moyen de gestion l'éducation, la formation. Au fur et à mesure, on a appris à travailler ensemble. Ça, je pense que c'est un des points que je souhaite soulever. C'est on a plusieurs acteurs du développement durable, de l'éducation, de l'environnement, la protection de l'environnement, etc., avec des cultures très différentes. Et un des enjeux, c'est apprendre à travailler ensemble pour avoir des économies d'échelle, avoir des messages communs et déployer des vrais outils et en tout cas des vrais messages. Donc ça s'est concrétisé au tout début avec plutôt l'éducation à l'environnement. Chacun avançait un peu de son côté. Le ministère des Sports, quand il a refait les diplômes jeunesse et sport avec les brevets professionnels, a mis en place un certificat complémentaire. Donc c'est une qualification supplémentaire à son diplôme d'éducateur sportif sur l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et dernièrement, en 2019, on s'est posé la question de où on en était sur les sujets d'éducation à l'environnement, de éco-responsabilité, compétences en développement durable. Donc on a mené sur les sports de nature des études auprès des organismes de formation pour savoir comment ils abordaient cette thématique-là. Donc les études, vous pourrez les consulter. Mais ce qui ressort, et ça résonne un peu avec ce qui s'est dit avant, la place du coordinateur de formation. Donc un coordinateur de formation qui est sensibilisé, qui a une activité professionnelle ou personnelle dans le domaine, nécessairement engendre un dispositif de formation qui va pouvoir prendre en compte ces sujets-là de manière plus ou moins forte, avec l'optimum, c'est le fil rouge, c'est ce que tu as présenté. C'est quand ce sujet est fil rouge de toute la formation et se retrouve dans tous les éléments de formation. Le deuxième élément qu'on ressort, c'est un organisme de formation et il répond aussi aux besoins de terrain. Et ce qui ressort, c'est quand même un écart avec les remontées de besoins de terrain, les analyses. Tous les organismes de formation font des études des besoins de compétences. Et alors l'étude, elle est en 2019. Je pense qu'on la ferait cette année, ça changerait un peu. Mais quand même, on a une étude, c'est intéressant, avant le Covid. Et en 2019, l'appétence des employeurs du sport sur la question du développement durable, de l'éducation à l'environnement, elle était assez faible. Donc c'est de dire de responsables de formation, à part quelques secteurs, et là je suis que sur les sports de nature, je ne suis pas sur le sport en général, quelques secteurs où le sujet environnemental était prégnant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de client si on n'est pas capable d'intégrer ce sujet-là dans son offre d'encadrement. Donc on a quelques secteurs comme par exemple la voile croisière ou le canoë-kayak, il y avait vraiment ce sujet-là, ou la plongée. Et juste, je te coupe, oui. Si on fait ce constat-là et que tu dis il y a un certificat supplémentaire pour ceux qui veulent être éducateurs, pourquoi il ne devient pas obligatoire ? C'est quoi le frein ? On va y venir. Nos questions, c'était vraiment analysé. Donc là, on a analysé aussi l'écriture de nos diplômes, parce qu'on peut dire aussi que nos diplômes ont des défauts et des points d'amélioration qui impactent quelque chose. Et donc la suite, c'est quoi ? C'est des recommandations. Et dans ces recommandations, c'est la question du bloc commun. C'est les compétences, le bloc de compétences qu'il faut pour un éducateur sportif, qu'il soit sur les sports nature ou d'autres domaines. Donc ça, je pense qu'on a un gros dossier à faire tous ensemble, universitaires, ministère des Sports, les associations. C'est quoi le minimum d'un éducateur sportif sur ces compétences-là ? Alors, et après, c'est quoi le minimum d'un manager ? Parce qu'on en parlait. Et après, il y en a certains qui vont aller au-delà du minimum. Donc ça viendra sur des certifications complémentaires, des formations tout le long de la vie, etc.
Mais je pense qu'actuellement, on a besoin de refaire un état des lieux et de poser le bloc de compétences minimum. Et ce n'est pas posé. Et donc, sur ce travail-là, nous, on est en train d'expérimenter d'autres manières d'évaluer les compétences. Donc, on est en train de travailler sur des nouveaux outils, comme les open badges. En tout cas, la manière de faire remonter la compétence informelle. Comment on fait remonter le fait qu'un citoyen a des compétences et comment on les valorise. Donc, en considérant que les citoyens, les éducateurs sportifs, etc., ont des compétences en matière environnementale, mais on ne sait pas actuellement clairement quelles sont ces compétences qu'on a sur le territoire français. Donc ça, c'est un premier point, c'est un état des lieux nécessaire pour après voir où sont les manques. Ça, c'est sûr. Où sont les manques où on va, et donc de le partager. Donc on est en plein dedans. Sur ces questions-là, on a différentes modalités. Et après, le dernier point peut-être que je voulais aborder, ce qu'on s'est aperçu sur l'enquête, ce qui ressort énormément, c'est la multiplicité des sources d'informations et donc l'illisibilité. Pour un responsable de formation ou pour un organisme de formation, la question, c'est de pouvoir amener du contenu qui est digéré, qui est disponible pour être mis en place sur le terrain, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une multiplicité et peut-être peu de contenus qui sont adaptés au sport. Il y a sur la biodiversité, moi je travaille plutôt sur les questions de biodiversité, pas forcément énergétique, etc. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contenus qui ont été faits. Par exemple, l'agriculture a énormément travaillé sur ça, sur la transformation de contenu. Et donc là, il y a une volonté aussi de rendre accessible la connaissance scientifique et technique au niveau éducateur sportif. Par exemple, alors on croit beaucoup sur les éducateurs sportifs, que ce soit enseignants ou éducateurs. Pour moi, ils sont tous éducateurs au sens large. On croit beaucoup parce que c'est des passeurs, comme tu l'as très bien dit. Et donc là, il y a un gros travail sur ce sujet-là. Donc voilà les grands axes qui sortent. Travailler sur nos blocs de compétences, travailler sur les ressources disponibles pour les formateurs et à tout niveau que ça soit. Et peut-être derrière aussi, il y a un travail qu'on est en train de mener au niveau européen. Donc on travaille au niveau français, mais on travaille au niveau européen avec plusieurs pays. Dans le réseau ENOS, c'est un réseau plutôt sport nature. Et il y a eu un projet européen qui s'appelle SI et qui a analysé un peu le travail qui est mené par les fédérations sportives européennes et nationales et la place qu'ils donnent de manière prescriptive ou de recommandation auprès des pratiquants. Et là, on voit qu'il y a des vrais trous dans la raquette. Donc là, il y a un petit travail. Et donc la question maintenant, c'est comment on accompagne le mouvement sportif européen et le mouvement sportif national français à changer un peu le logiciel du pratiquant. C'est ça qui est en train de se dire. Et sur ces sujets-là, la France, sur le contexte européen, est plutôt une locomotive ou l'inverse ? Au niveau européen, je ne vais pas dire locomotive ou l'inverse, c'est qu'il y a différentes conceptions déjà du développement durable. Au niveau européen, tout le monde n'a pas la même conception. Et s'entendre, j'allais dire, les Français, on a une conception un peu à la marge des autres pays. Déjà, ça pose un petit problème, soutenable. La traduction. Pourquoi tu dis ça ? Ça me fait penser, il y a eu les rencontres européennes au Danemark. Et la question, c'est la réorientation un peu du réseau ENOS, plutôt sur le volet la soutenabilité de l'activité. Et donc, ils sont sur la soutenabilité. Et la question de développement, elle ne se pose même plus. On en parlait. Donc, c'est pour ça que... Et après, on a des pays scandinaves où, derrière, on est sur des conceptions vraiment à part entière de la pratique. C'est un mode de vie. On est vraiment sur la pratique, par exemple, des sports de nature, c'est un mode de vie. Donc, nécessairement, les concepts ne sont pas du tout les mêmes. Nous, je considère qu'actuellement, en France, c'est personnel, mais la pratique sportive ou l'activité physique n'est pas un mode de vie. Voilà, on ne va pas dans la nature comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, j'en ai mis quelques-uns à votre disposition. Et les études, je vous invite à les regarder parce que c'est intéressant d'avoir un premier état des lieux. En tout cas, c'était
vraiment important pour nous d'avoir un état des lieux avant de mettre des actions en place, même si à côté on en met quelques-unes, pour voir où on va dans les années à venir. Bien sûr. Paul ? Alors Paul, toi tu accompagnes les organisateurs d'événements sportifs ou pas d'ailleurs, hein, culturels aussi, les collectivités, sur tout leur engagement éco-responsable, notamment autour du déchet. Peut-être juste laisser présenter Remax, puis après j'ai une phrase qui vient de toi que j'adore, donc je te la réutiliserai. Je dis beaucoup de conneries. Donc. Bonjour à toutes et tous. Donc Paul Berthet, moi j'ai la chance d'être le co-directeur d'Aremax. Aremax, une asso 1901 qui a été créée il y a 18 ans par deux copains, une bande de copains et de copines qui aimaient simplement les sports extrêmes et la musique électronique. Je vais aller vite, hein, faire du snow en écoutant du son. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on aime ces pratiques, ça nous fait réfléchir sur notre imaginaire, notre environnement. Et en même temps, on a envie qu'elles se reproduisent dans un environnement qu'on veut aussi transmettre intact à nos enfants. Je vous passerai tous les détails, mais aujourd'hui, grosso modo, on a plusieurs leviers d'expertise, leviers d'impact. Le premier, ça va être d'accompagner donc tout ce qui est organisateur, organisatrice d'événements sur l'enjeu de la réduction et de la valorisation des déchets. L'idée, c'est d'outiller les organisateurs pour changer les pratiques. Donc, on va intervenir en amont du diagnostic, de la formation, de l'accompagnement, pendant une démarche opérationnelle et en aval de la mesure d'impact et des rencontres d'acteurs. Je appuie un peu plus sur ce qui nous intéresse sur le titre de la conférence. Notre deuxième levier d'impact étant autour de la mobilisation de toutes les parties prenantes, avec nous une vraie importance du public pour nous. Le sport, c'est pas un match à la télé. Le sport, on aime tous ça. Moi, j'adore jouer à la baballe. Et du coup, on est impliqué dedans. On est participant, on est acteur, on est actrice. Et donc, du coup, pas simplement informer ou sensibiliser, mais remettre au cœur de l'éducation populaire des changements de comportement durables auprès des citoyens et des citoyennes qui sont aussi, on en a parlé tout à l'heure, des gens qui votent, des gens qui achètent, des gens qui consomment et des gens qui proposent des éducations eux-mêmes. Donc, on pense que nous, on doit intervenir sur ça aussi. Donc, on a travaillé avec des approches psychosociales pour parler au public, etc., etc. Et à côté, on ne doit pas taper partout, donc on accompagne aussi sur les formations, sur la spécificité des déchets, les organisateurs d'événements, et on va travailler effectivement avec les collectivités et les institutions nationales. On travaille autant avec le ministère des Sports que des grandes métropoles, des grandes régions, pour transformer les politiques publiques. Je veux dire, nous, notre rôle d'Aremax ne sera pas de changer la loi. En revanche, on sait qu'on peut outiller, professionnaliser les décideurs, décideuses, pour qu'eux, ils soient capables de modifier ça sur un territoire donné. Donc voilà, donc c'est un petit peu tous nos leviers d'action. On accompagne, alors assez plus pratiquement parlant, on va travailler avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, on va travailler avec la Solitaire du Figaro, le Sail GP, la Coupe du Monde de surf, de biathlon, enfin, etc. Et puis plein de petits et moyens événements qui pour moi sont aussi le cœur de la transition, vraiment. À Remax, chaque année, c'est 2 millions de personnes au contact de nos outils de sensibilisation. Je dis bien pas sensibiliser, mais au contact de nos outils. Donc une capacité d'impact massif, mais on a besoin du soutien de toutes et tous pour aller là-dedans. Et aujourd'hui, d'une asso de copains, on est toujours une asso de copains en fait, mais on est une trentaine de salariés et 600 bénévoles répartis en 50 régionales sur la France. Voilà, et on est ravis d'être invités ici. Peut-être juste pour te faire rebondir sur cette citation qui est formidable. Quand on veut connaître une société, on regarde sa poubelle. Quand on veut changer la société, on met la tête dans la poubelle. Ouais. Alors, je repense quand j'ai entendu un tout petit peu tout à l'heure sur l'enjeu impact carbone. Donc nous, ça fait 18 ans qu'on observe le secteur. On se sent beaucoup moins seul et puis beaucoup plus écouté. Je suis ravi d'être là. Hein. Il y a 10 ans de ça, on passait pas la porte là-bas. Donc c'est chouette d'être là. L'impact carbone, c'est très bien. C'est chouette du point de vue de la quantification. Mais comme toute chose, c'est une conséquence. Donc, quel est l'usage de l'impact carbone? Est-ce que c'est promouvoir le développement durable il y a 15 ans? Quand on a commencé à Remax, nous, c'était ça, hein, c'était le développement durable. Qu'est-ce que c'est à part un formidable outil de productivité de marketing externe? Rien d'autre. La RSE, c'est pareil, c'était le nouveau concept il y a une dizaine d'années. Pareil. Qu'est-ce que c'est à part un mode de productivité interne, maintenir les talents dans les entreprises? On parle maintenant de transition, on parle maintenant d'urgence climatique. Je vous donne un chiffre. Il y a quelques semaines, le WWF, qui est quand même assez crédible, a sorti un rapport qui s'appelle Planète vivante ou sauvage. En 48 ans, la population des espèces vertébrées dans le monde a chuté de 69%.
je vous laisse intégrer le chiffre parce que moi aussi ça m'a fait mal. J'ai un enfant aussi, c'est compliqué, ça donne envie de crier. Mais du coup, en fait, ouais, maintenant l'objectif c'est plus l'économie et peut-être l'environnement. Non, l'objectif c'est l'environnement. C'est la perpétuation quelque part de notre espèce nous-mêmes. La planète, elle repoussera, hein, qu'on coulerait une dalle de béton sur la planète. Il y a une bout d'herbe qui repartira, il y a des cellules qui se recroiseront. L'humain, pas sûr. Donc on doit être dans cette modalité-là. Mais là, ce que moi j'ai découvert et j'ai adoré dans le sport, c'est quoi, et la culture aussi, c'est que c'est un enjeu de valeur incroyable, de mobilisation et de transformation. Mais il ne faut pas avoir peur de parler de ça, de changer les pratiques et les imaginaires profondément. Enfin, là, quand je voyais les plus jeunes publics qui étaient là, c'est eux le monde de demain, c'est eux qu'on leur laisse. Nous, on est déjà, moi, je suis déjà derrière, hein, je suis déjà passé. C'est eux qui doivent agir et qui doivent avoir des discours, je pense, de plus en plus radicaux, tout en aimant jouer à la balle. Comment tu as vu l'évolution des 10 dernières années, toi qui accompagnes des structures au quotidien? Tu sens que tous les organisateurs ont intégré ces enjeux-là? Oui, je finis juste sur un truc, les déchets. Alors effectivement, juste pour finir sur ça, et je reviens sur ça après, effectivement, l'impact extérieur est léger, mais je te disais ça parce que quand je le coupe souvent avec, on va dire, une autre punchline, mais pour espionner quelqu'un, regardez pas ses mails, hein, déjà c'est vraiment illégal. Regardez sa poubelle, hein. Enfin, on voit toute notre société. Et nous, à Remax, ouais, on est né dans la poubelle parce qu'on avait envie de la regarder bien droit dans les yeux. Et ça, c'était important. Mais en revanche, je fais confiance à Justine de l'Écotrail de Paris sur l'utilisation juste de l'impact carbone. Je sais que cette organisation, elle va aller au fond des objectifs de transition. J'en connais d'autres, c'est plus compliqué. Et donc maintenant, tu me demandes qu'est-ce qui a changé. Déjà, je peux dire des choses comme ça, en vous regardant bien droit dans les yeux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Deuxièmement, on agit sur le terrain, on accompagne les organisateurs et les organisatrices au changement. Et troisièmement, c'est plus le sujet anecdotique dans lequel tu parles. On arrive aujourd'hui, avec Sport Planète, à mobiliser l'intégralité des parties prenantes qu'il y a au sport. Je ne sais plus, quelqu'un de la Maïf, c'est Philippe qui m'avait dit un jour, ok, on a un assureur, mais de toute façon, assurer une planète à plus 6 degrés, ça n'existe pas, en fait. Donc là, je pense que ça devient central. Je pense que les générations se mobilisent. Et moi j'en suis ravi. Comment on accélère le mouvement? Comment on le généralise? Alors, en premier lieu, l'éducation populaire. Alors, quand je dis éducation populaire, c'est dans le sens conceptuel de la chose, c'est-à-dire les politiques qui ont été sorties à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour éviter que se reproduise le drame, par exemple, avec le nazisme. Donc, comment est-ce qu'on apporte de la connaissance, de l'instruction à l'ensemble des couches sociales de la société? Bizarrement ou pas, ça a été méthodiquement déconstruit sur les 30 dernières années. Mais en tout cas, il faut continuer sur ça. Là, on a une représentativité assez incroyable de ce qu'on peut faire. Et puis, quand même, il faut de la mobilisation et de la démonstration. Encore une fois, l'essence du public est important. Je te prends juste un exemple pour finir, si je peux, tu me dis. Alors, on a parlé Coupe du Monde au Qatar. Je vais rajouter un autre petit dossier bien voyant comme ça. L'épisode des chars à voile au Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez? Voilà. Bon, on a 2 personnes. Moi, je leur en veux pas. C'est eux, ils jouent bien mieux au foot que moi, franchement. Il n'y a pas de problème, c'est leur boulot. Mobiliser un Kylian Mbappé pour parler, avoir un bon discours, en revanche, ça, c'est percutant de fou. En revanche, derrière, regardez bien l'image. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardez le panneau des sponsors qui sont derrière. On a une carte bleue, de l'alcool, un transporteur international. Le problème, il est là. Donc, bien sûr qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est évident. Mais bon, moi, j'aime quand même le foot. Hein, ça va me faire très, très mal. Hein. Enfin, donc, voilà ce que je peux te dire. Est-ce qu'on peut finir, parce qu'il nous reste peut-être 3 minutes avant de passer aux questions-réponses? Chacun peut prendre la parole sur s'il pouvait changer une chose justement dans cet objectif de généraliser le mouvement, un levier d'action ou quelque chose à impulser. On va changer. Je commencerai par Maxime et je finirai par Séverine. Alors moi, ça rejoint un peu ce qui a été dit jusqu'à présent et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est vraiment la mobilisation des publics auprès desquels on intervient. Nous, c'est vraiment les collégiens, les lycéens, forcément les étudiants, mais les étudiants interviennent auprès d'eux. Là, on a fait dernièrement un accompagnement auprès d'un collège par chez nous sur un cross zéro déchet. On avait un projet qui portait sur une liaison CM2 6e avec découverte du milieu universitaire, avec un projet autour du kayak polo, parce que voilà, la ville de Saint-Omer a des installations sur le kayak polo. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil. On avait un projet dans un autre établissement avec la liaison 3e orientation avec les études supérieures,
pendant laquelle on a fait également une session de sensibilisation autour du déchet. Et donc du coup, voilà, nous, c'est vraiment la mise en action. C'est là-dedans déjà que les étudiants se révèlent un petit peu. Parce que voilà, quand on prend les étudiants ou les élèves dans notre propre matière, des fois on peut avoir un regard assez je dirais pas négatif, mais qui n'est pas révélateur de leur identité, alors que quand on les met en action dans des projets quels qu'ils soient, là ils sont beaucoup plus spontanés, ils sont décentrés de la note, et du coup voilà, ils s'engagent beaucoup plus. Donc moi ce serait vraiment ça, c'est la mobilisation d'un public jeune dans des projets qui sont concrets, parce que c'est dans ces conditions-là que ça leur parle. Partir du concret. Voilà. Amandine ? Eh bien, moi, ça serait d'essayer, à travers le club, de pouvoir mobiliser l'ensemble des licenciés et le fait que quand j'arrive et que je signe ma première licence, que je puisse aussi être éduquée à des pratiques éco-responsables à travers le sport. On l'a vu, le sport, c'est vraiment vecteur de beaucoup de valeurs, de très belles valeurs. Et du coup, en parallèle de la scolarité, que le club sportif puisse aussi aider les pratiquants à justement pratiquer le sport de manière plus verte et de pouvoir, voilà, que chacun puisse être acteur dans le sport. On est acteur, on se mobilise, mais aussi de se mobiliser à travers une pratique plus verte. Alors moi, 3 points, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Voilà, je pense que c'est indispensable. Ça part de là et ça ne peut avancer que par là. Moi, ça sera à court terme travailler sur ce bloc de compétences communs pour peut-être revoir notre manière de former sur toutes les compétences de l'éducateur sportif et du management sportif. Moi, j'ai rajouté une 4e éducation, mais aussi dans le sens de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire vraiment que ça doit taper partout et que ça doit être transversal. Et pas oublier que l'éco-responsabilité, c'est pas que les déchets, l'alimentation, la biodiversité, mais c'est aussi des enjeux sociétaux, d'accessibilité, d'inclusion, de justice sociale, de parité aussi. Et en fait, quand on regarde tout ça, c'est un socle de valeurs générales sur notre société. Donc, c'est sur ça que je pousserai. Donc, je rejoins mes collègues. Avant tout, je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes. Ils sont avertis. Dès la maternelle, on travaille sur le développement durable. Dès qu'on est parent, on se rend compte de tout ce qui se fait à l'école primaire, à l'école maternelle, au collège, au lycée et à l'université. Ça arrive progressivement. Faut leur donner les rênes, il faut leur ouvrir les portes. Je pense que l'enseignement au développement durable doit être pluridisciplinaire, ne doit pas appartenir au SVT, à l'histoire-géographie ou à un professeur comme ça, documentaliste, qui s'investit ponctuellement. Ça doit être vraiment un projet d'équipe. Et il faut intégrer tous les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves, bien sûr les élèves, le gestionnaire, le chef d'établissement. Il faut convaincre tout le monde. Moi, avec cette table ronde-là, franchement, j'ai envie d'emmener mes jeunes éco-responsables faire du stand-up paddle. J'ai envie de leur faire rencontrer des sportifs de haut niveau, parce que pour un jeune, un sportif de haut niveau, c'est un demi-dieu, voire un dieu. Hein. Et on a envie de lui ressembler. Donc, s'ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, les transports qu'il faut faire, oui, nos jeunes, ils ont envie de leur ressembler. Ils ont envie de rêver et de devenir comme eux. J'ai envie de leur parler de leurs études supérieures, où ils pourront continuer à travailler avec le sport et le développement durable. Ça fait partie de leur éducation et je crois vraiment que eux, ils ne pourront pas vivre sans que ce soit développement durable, développement soutenable, quel que soit le terme qu'on met là-dessus. Ça fait partie de leur formation, il faut insister là-dessus et montrer qu'on va tous dans ce sens-là, quel que soit le point d'attaque que l'on a. Et moi, je dirais incarner et partager. Alors, incarner, j'utilisais ce mot-là tout à l'heure dans le sens physique, corporel, mais incarner aussi par des voix personnelles, donner de la voix à des histoires personnelles. Je suis très, très émue par la dernière intervention et ce que tu as raconté. Voilà, je sens que ça me met en colère, ça me donne envie de pleurer, ça me donne aussi envie d'agir plus que jamais. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec ce bouillonnement et avec toutes ces émotions-là? C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément dans l'éducation, cette dimension sensible. Mais voilà, on parle
de l'extinction de l'espèce. Donc ce n'est pas quelque chose qui émotionnellement nous laisse indifférents. Donc voilà, pour moi c'est aussi communiquer, partager et donner de la voix à ces ressentis et ces expériences personnelles. Merci Séverine. Et moi je rajouterais juste un sujet. Je connais bien le mouvement sportif et je pense qu'on peut aussi agir par la contrainte et que si plus aucune subvention, plus aucun partenariat n'était signé sans être conditionné à des engagements environnementaux, je pense qu'on engagerait aussi tout le mouvement sportif à se former et à régler ces sujets-là. La carotte et le bâton. Mesdames et messieurs, c'est à vous maintenant. Si vous avez des questions concernant cette table ronde sur la formation, allez-y, levez la main, le micro va circuler. Oui ? Un ex-étudiant de Paris School of Sport. Bonjour à toutes et à tous. Justement, de retrouver Monsieur Bitton ici, c'est intéressant. Donc Pierre-Frédéric Le Carrère, fondateur de Côte à Côte, que je représenterai à la prochaine table ronde. Quelque chose que je fais face finalement aujourd'hui dans le présent. Je suis sorti d'études du coup il y a 2 ans, on parlait de l'employabilité. Où on est quand même, en tout cas là c'est assez spécifique parce qu'on est aussi dans le milieu du commerce, donc ça veut dire qu'on travaille avec des marques quand on est dans des alternances en tout cas, donc en termes de futur là c'est incroyable Paul d'entendre vraiment parler d'association justement et d'apporter un autre regard finalement sur peut-être la réussite individuelle qui est souvent aussi liée à la réussite économique qu'on va pouvoir nous vendre sur le cursus scolaire et c'est de se dire comment on va présenter peut-être de nouveaux idéaux à nos élèves. C'est ce que je fais finalement à Vannes, dans une école concurrente, mais qui s'appelle l'école Win, où là, je les ai depuis 1 mois et demi maintenant en cours. Peut-être que c'est Didier qui m'a influencé là-dessus, mais je suis déjà aussi en train de les formater. Et moi, ce que j'ai pu découvrir justement à Paris, moi qui viens de Bretagne, c'est de se dire, peut-être que c'est un mirage aussi, en fait, et le sport qu'on nous a présenté, qui moi me passionnait quand on était enfant, quand on voit ce qu'il y a derrière, où c'est quand même beaucoup de questions au niveau économique. Vous, quel est votre regard là-dessus, sur de se dire jusqu'à où on peut aller, peut-être sur des offres d'emploi qui vont être différentes, ou en termes d'opportunités, qu'est-ce qui pourra en tout cas être offert à une génération qui, oui, a envie de mettre du sens dans tout ce qu'ils font, qui sont en train de se poser des questions sur est-ce que moi je vais trouver un emploi où oui, je serai épanoui dedans, où il y aura de la bienveillance, où là on parlait aussi au niveau social, de lien social, mais peut-être plus parler de bon sens finalement que des co-responsabilités à travers l'éducation. Donc voilà, c'était plus savoir, vous, quel axe vous amenez là-dessus, sur de se dire quelle offre d'emploi on pourrait peut-être avoir qui sort du cadre finalement qu'on peut aussi avoir aujourd'hui dans le milieu du sport. Je vous remercie. Paul ? Ouais. J'ai dit beaucoup de choses parce que c'était mon rôle et on en avait parlé, mais il faut d'abord passer le cadre de l'éco-anxiété, digérer tout ça, c'est dur. Tu as envie d'être en rébellion sur tout, et en fait, c'est ce que tu disais aussi sur l'émotion, et c'est très important. C'est l'envie de faire, c'est possible. Enfin, en fait. Et il faut basculer, pour moi, l'imaginaire personnel et collectif du... Alors, je vais dire un truc extrêmement bateau, vous m'excuserez, mais en fait, faire le bien, c'est cool. C'est chouette. Moi, je sais que je suis très nouvellement papa, encore une fois, mais directement, ma perte de liberté, je l'assume complètement en me disant, putain, comment je vais faire ? Mon enfant, c'est mon juge de paix, en fait. Du coup, il faut faire ça. Après, effectivement, il faut s'engager. Ça, c'est ce que je pense. On l'a vu dans ta sphère, qu'elle soit personnelle, politique, de choix de consommation, professionnelle, tu peux agir, en fait. Après, voilà, moi, je vais parler un peu de l'envers du décor à Remax. Remax, c'est une asso qui est autonome économiquement, quasiment. On a très peu de subventions publiques en plus. Mais il y a des énormes moments de souffrance. L'engagement, c'est pas un frisson. C'est compliqué. Et nous, cette année, on sort de Covid, on a failli mourir. J'espère qu'on survivra encore. J'ai l'impression que des moments, on se demande si on roule pas sur une autoroute avec 200 personnes en face de nous. Pourquoi ? Parce qu'on est ressorti de la crise, on a mis en place un plan de qualité de vie au travail. On veut parler de ça, on doit parler de ça, on doit aller plus loin. Mais comment on est soutenu ? Comment est-ce que nous, on est valorisé ? On n'est pas non plus une grande ONG, tu vois. On ne fait pas de marketing, on est nul en com. On progresse, mais on est nul, clairement. Mais en revanche, il y a un enchantement commun et collectif que tu peux le trouver. Et si
Enfin, nous aussi, on fait de l'économie. Moi, je me bats pour mes emplois. Hein. Je me bats pour l'économie qu'on crée avec nos événements. Donc, quand je vois qu'il y a des cursus maintenant partout qui se créent, où la transversalité, c'est l'éco-responsabilité, tu peux parler commerce. Et on en parlait tout à l'heure, la table ronde d'avant. Évidemment, quand tu as ton sponsor principal qui arrive, qui dit c'est ça ou rien, les fameuses petites bouteilles d'eau qu'on connaît tous, c'est dur. Bah, ça, il faut se serrer les mains très fort. Mais ça marche, en revanche. Et ça, on voit de plus en plus émerger ça. David, peut-être en plus long. Ouais, l'élément que tu apportes, c'est un élément qui est remonté énormément dans un séminaire de travail. C'est la reconnaissance de ces compétences-là et leurs valeurs, que ce soit citoyenne ou professionnelle. Et c'est remonté la valeur de la compétence autour de l'environnement, de l'éducation à l'environnement, etc., dans le métier d'éducateur sportif ou dans d'autres métiers. Et par conséquent, comment la question qu'il y avait derrière, c'est comment on fait remonter cette valeur-là et comment on peut la faire remonter. On a quelques acteurs quand même qui sont incontournables. Par exemple, sur l'éducatif, l'éducation à l'environnement, l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle doit pouvoir faire la différence entre un éducateur sportif qui n'a pas du tout de compétences et donc de valeurs autour de ça, et un qui en a. Donc il y a un moment où il va falloir qu'on arrive à distinguer ce qui apporte une valeur ajoutée et ce qui n'en apporte pas. Donc là, il y a un vrai volet, et c'est peut-être une phase transitoire pour arriver à la suite, le fait que ça soit une valeur commune en matière de compétences. Donc pour moi, il y a une reconnaissance, il y a un vrai besoin de reconnaître ces compétences-là dans nos métiers. Et regardez qui sont les RSE dans les fédérations, les responsables des RSE, vous aurez vite une réponse de la valeur qu'on y donne. Maxime, peut-être. Je voulais juste ajouter quelque chose après, en espérant que ça réponde à la question, mais nous déjà, en tant que filière universitaire, on est aussi très attaché à l'activité physique. Enfin, je pense que les enseignants d'EPS le seront également, mais nous, c'est plus un support d'enseignement pour promouvoir toutes les valeurs qui sont liées à l'éducation. Et tout à l'heure, Paul parlait de la justice sociale. Et donc, du coup, nous, on est un élément qui permet à chacun de se construire les uns avec les autres en interaction. Donc, nous, nos métiers qui sont peut-être pas encore créés, habituellement, on avait plutôt des profils d'étudiants qui partaient soit sur une poursuite d'études à l'issue du Bac+2, qui avaient une insertion pro qui était généralement, finalement, assez bonne, mais déconnectée de la filière au sein de laquelle ils avaient été amenés à étudier. Et donc, du coup, nous, c'est plutôt venir en soutien des collectivités, éventuellement des clubs, des assos, ou devenir des personnes ressources. Alors ça, c'est peut-être la version plus idéalisée. Et je pense que c'est pour ça que le mouvement, il doit à un moment donné se généraliser. Et je répète encore, si les membres de la NESTAPS n'ont pas suffisamment bien entendu, mais faites savoir qu'il est possible de transformer vos filières pour justement les faire coïncider avec les besoins là, que l'on a aujourd'hui dans nos sociétés pour que ça devienne plus soutenable et durable. Voilà. Une ultime question ? En bas à gauche. Didier ? En bas à gauche. Il y a un micro qui est parti là-bas. Ça fonctionne, oui. Du coup, Sophia Mezzouani pour la NESTAPS. Donc, je vais faire suivre un peu avec ce que vient de dire Maxime. Déjà, je voudrais aussi remercier donc, la professeure de PS. Je me souviens plus de votre prénom, veuillez m'excuser. Parce que voilà, donc nous, tous les ans, on organise la SNSE, donc la Semaine nationale du sport et de l'environnement. Donc, on intervient dans des écoles, dans toutes sortes d'établissements scolaires. Voilà, où on sensibilise, on crée des ateliers, on fait pratiquer de l'activité physique et sportive aux jeunes pour les sensibiliser à la transition écologique. Et voilà, aujourd'hui, grâce à vous, grâce à ce genre de projet, on a le constat que finalement, en fait, des enfants de 10 ans sont peut-être tout autant sensibilisés que nous, donc c'est génial. Et c'est pour ça qu'on tente de mener maintenant des chartres éco-responsables, de vraiment, en fait, maintenant que la sensibilisation a été faite, mener un réel engagement des jeunes. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut arriver à un réel engagement. Et du coup, par rapport au système universitaire et aux écoles comme la WIN tout à l'heure, et je ne sais plus quelle autre école, comment voulez-vous que du coup, le système universitaire arrive à user du coup, des problématiques environnementales pour les inclure donc, dans leur cursus,
Parce que du coup, voilà, l'objectif, c'est que tous les étudiants d'une école privée ou publique puissent bénéficier en fait de cette formation, voilà, de cette sensibilisation. C'est, comme on l'a dit, c'est avant tout une justice sociale. Donc tout le monde est concerné. Du coup, Maxime, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous dire un axe vraiment pour que tous les étudiants puissent bénéficier de cette formation et voilà, qu'on ne se retrouve pas avec une différence entre les écoles qui est sensibilisée, qui ne l'est pas, qui souhaitent vraiment s'engager. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des représentants du RESES aujourd'hui, mais tu en as parlé tout à l'heure. Et puis pareil avec le challenge U-Sport Planet, qui récompensait du coup financièrement ces assos. Mais en tout cas, eux, dans leur objectif premier, c'est de rendre 100% des formations, en tout cas permettre à 100% des étudiants d'accéder à des contenus, au moins, d'enseignement portant sur cette thématique. Donc ça doit partir, je pense, des étudiants. Je me rends compte, là, sur une dizaine d'années d'exercice en tant qu'enseignant, que les étudiants, les élèves, les apprenants qui sont là pour suivre leurs études ont des fois beaucoup plus de poids que les enseignants eux-mêmes auprès de la direction. C'est-à-dire que si à un moment donné vous bloquez, comme ça s'observe avec des manifestations et des mouvements pour revendiquer le droit à plus d'éducation à l'éco-responsabilité, aux thématiques écologiques, ça sera beaucoup plus percutant, je pense. On a la chance dans notre université, et là je vais parler que de la nôtre, mais d'avoir aussi un petit collectif d'enseignants qui essayent de faire avancer. Mais encore une fois, c'est des grosses institutions. Je sais que pour le STAPS, en tout cas, pour avoir été aussi en échange régulier à ce sujet avec la conférence des directeurs d'université en STAPS, la C3D, c'est des réflexions qui aujourd'hui sont régulièrement évoquées. Après, toute la particularité, c'est que le STAPS a d'autres sujets également sur lesquels s'intéresser. On parlait de l'inclusion, on parlait de l'égalité homme-femme. Même si je pense que les questions écologiques et climatiques, elles dépassent tout, puisqu'on va tous et toutes être concernés par ces questions, et plus encore vous qui êtes plus jeunes que moi, mes enfants, les enfants des autres, enfin voilà, tous les plus jeunes. Donc je pense que le soulèvement étudiant, il doit se poursuivre. Et il y a quand même là depuis 2 ans une certaine réflexion et un virage qui est en train de s'opérer. Je ne sais pas si je l'observe parce que je suis maintenant très impliqué avec cette filière, mais en tout cas, il y a un écart assez phénoménal avec ce que j'ai pu connaître en tant qu'étudiant moi-même, et puis même dans ce que ça contamine, dans le bon sens du terme, auprès des autres filières ou auprès des autres parcours de formation. Nous, on a ce parcours-là à la fac, mais les licences 3, entraînement sportif, les masters APA, les étudiants de licence 2, management du sport, ils ont des contenus, j'anime des fresques, on les amène à organiser des événements dits éco-responsables, on leur propose des stages importants pour qu'ils puissent à un moment donné mettre en avant ces aspects-là. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais je pense que ça doit aussi partir de vous, et en support, nous, bien sûr, les enseignants, on va faire en sorte que ça puisse se généraliser. Un dernier mot ? Et sur ce sujet, particulièrement sur l'université, je pense qu'il faut motiver des programmes de recherche sur le sujet, que ce soit en management, en économie, en sociaux, même sur d'autres domaines scientifiques. On a une faiblesse de programmes de recherche sur ces thématiques et résultat d'enseignants-chercheurs qui sont spécialisés et par conséquent de personnes qualifiées dans les universités qui peuvent aborder le sujet et nourrir aussi après concrètement ceux qui sont sur le terrain. Donc on a besoin de motiver le fait qu'il y ait des programmes de recherche financés sur ces thématiques-là. Merci beaucoup.